Vous connaissez presque tous le Club Dorothée, cette émission qui a permis à toute une génération de découvrir les animes. Mais est-ce que vous connaissez les premiers mangas à avoir été commercialisés en France? Car l'arrivée du manga sur nos terres ne s'est pas fait d'un seul coup, mais plutôt en 3 grandes vagues. En 1969, Henry Play, expert en arts martiaux, insère pour la première fois des mangas dans sa revue Budo Magazine Europe. Mais ce sont des récits de samouraïs, sombres et très violents, donc loin du grand public. Le vrai tournant arrive en juin 1978, avec le Cri qui tue, une revue suisse créée par Moitoshi Atos Takemoto, un émigré japonais qui s'est tourné vers Rolf Kesselring, un éditeur suisse, pour l'aider. Atos, passionné de manga, veut les faire découvrir et entre autres les œuvres d'Osamu Tezuka ou Yoshihiro Tatsumi au public francophone. Tirée à 40 000 exemplaires, la revue reste tout de même discrète, faute de réseau de diffusion. Le 6e et dernier numéro sort en mars 1981. Et même si la revue n'a pas duré longtemps, elle a tout de même ouvert des portes que la télévision n'hésitera pas à défoncer à coups de pied quelques années plus tard. En 1978, Antenne 2 lance Récréa 2, une nouvelle émission jeunesse animée par Dorothée. Et la chaîne innove, sketchs, chansons et surtout des animés japonais, comme Goldorak ou Albator. Et c'est un vrai choc pour les enfants habitués aux productions francophones. Il y a des robots géants, des personnages tragiques et des combats impressionnants. Mais en 1987, après des tensions au sein de l'émission, Dorothée quitte Antenne 2 et rejoint TF1 pour lancer le Club d'eau. Là, c'est l'explosion. Dragon Ball, Ken le Survivant, Sailor Moon, Nicky Larson, et j'en passe. Les enfants découvrent un autre monde, sans filtre, mais parfois un peu trop violent d'après les adultes. La polémique enfle notamment avec Ségolène Royal et le CSA intervient même. TF1 doit réagir et des censures tombent. L'émission sera malheureusement arrêtée en 1997, mais l'amour pour le Japon est déjà ancré. Et cette fois, ce n'est plus à la télé que ça va continuer. En 1990, Glénat prend un risque en publiant Akira de Katsuhiro Otomo. Un manga adulte, complexe, en noir et blanc. Mais le public adhère. Et c'est en 1993, avec Dragon Ball, que tout bascule. Les enfants du Club d'eau veulent retrouver leur héros en papier, et c'est un carton. Et plein d'autres éditeurs suivront dans les années qui suivent. Et c'est comme ça que le manga se diversifie, touche tous les publics et devient un véritable pilier de la librairie jeunesse. Mais pas que. À partir des années 2000, le manga devient le moteur du marché de la bande dessinée, parce qu'il touche tous les publics, enfants, ados et adultes. Il peut traiter d'amitié, de dépassement de soi, de romance, de société, d'autant de sujets qui trouveront son public. Et aujourd'hui, la France est le 2e marché mondial après le Japon. Le manga n'est plus japonais, il est universel, hybride, vivant. Et c'est peut-être ça, sa plus grande force. Une capacité à évoluer, à surprendre, à parler à chacun, génération après génération. Et si ce format court vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je serai ravie de lire vos avis en commentaire. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, une version complète est disponible sur ma chaîne YouTube. Bye bye!